continuer la chimiothérapie, vous allez tuer des lymphocytes B malades, mais vous n'allez pas tuer les lymphocytes T qui sont dont le CD52 a été inactivé. Ok. Toujours dans la même technologie, en fait, vous avez parlé de la première, je sais qu'il existe, on est, je crois, à la troisième génération des TK. Brièvement, quelle est la différence entre la première et la troisième, par exemple? La première, c'était les TK. Alors, je ne suis pas un spécialiste, attention, des TK. C'était les premières générations, c'était les autologues. C'était la première présentation que j'ai faite. Et ensuite, on est maintenant dans l'allogénique. Donc là, on est dans les dernières générations. Alors, vous dire 1, 2, 3, je ne saurais pas vous répondre précisément. Sur ces questions encore, on est vraiment sur des choses qui bougent tous les jours. Hein. L'évolution, elle se fait vers quoi? Avoir les premiers écarts contre le CD19, c'est très intéressant. Parce que ça va aller s'accrocher et détruire des cellules cibles. Pour autant, ça n'est pas spécifique. Et on peut bien imaginer qu'à un moment donné, même si on détruit des cellules B qui sont les cellules qui se transforment de façon maligne, il y a des lymphocytes B qui peuvent être utiles pour la survie de l'individu. Donc aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est quoi? C'est pouvoir effectivement modifier cet écart de façon non seulement à leur donner un marqueur qui va leur permettre de s'accrocher à la cellule cible, à la cellule tumorale, mais en plus d'avoir une spécificité, donc c'est justement ces questions de double spécificité, une spécificité qui va aller sur certains marqueurs. Par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des essais cliniques sur les CD137 avec des TK, parce que ça peut être une cible tout à fait pertinente sur une cellule tumorale que d'aller détruire ces cellules-là. Donc en fait, on gagne en spécificité. Et les nouvelles générations, bien sûr, il y a des process industriels, mais c'est aussi de gagner en spécificité, parce que la question de la thérapie cellulaire, on sait faire beaucoup de choses. Vous savez, dans le modèle animal, les anticorps monoclonaux, ça fait des merveilles. Quand on arrive chez l'homme, les anticorps monoclonaux, ça détruit plein d'autres choses qu'on ne voulait pas détruire. Et on s'aperçoit qu'on a quelques déceptions. Donc il faut effectivement continuer à gagner en spécificité. Ok, alors je ne sais pas s'il y a une question, sinon je prends la mienne encore. Bon, alors la mienne, c'est la dernière, je ne vais pas monopoliser. C'est question de démocratisation, éventuellement, s'il y a autorisation dans ce sens. Est-ce qu'il y a dans les coulisses une discussion pour que ce genre de produit, entre guillemets, soit disponible pour les gens pauvres et les malades des pays qui en ont besoin. Alors, effectivement, on en a un petit peu parlé. Un des freins au développement de ces produits, ça va être le coût du produit final et les remboursements éventuels par les services, les États qui remboursent ces produits, parce que là, on va se trouver face à des produits, on l'a même vu dans le cas de médicaments classiques, hein, par exemple le traitement contre l'hépatite C qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est curatif. En fonction des pays, il a des prix différents. En France, je crois qu'on en est encore à 20 ou 30 000 euros par mois de traitement. C'est des traitements, je crois, qui durent 3 mois. Donc ça fait quand même des traitements qui coûtent entre 60 000 et 90 000 euros pour un patient. Aux États-Unis, c'est encore plus cher parce que les États-Unis peuvent rembourser plus facilement, mieux. C'est des négociations entre l'industrie pharmaceutique et les administrations qui remboursent. Alors, dans la thérapie cellulaire et MTI, c'est un peu différent parce que là, on va avoir des produits qui vont vraiment coûter cher à fabriquer. Autant les médicaments chimiques, souvent les entreprises pharmaceutiques font des marges énormes, mais le coût de production n'est pas forcément énorme, sauf pour les anticorps, et encore même pour les anticorps. Pour les produits de thérapie cellulaire comme cela, on sait que fabriquer des lymphocytes T par thérapie génique, quand c'est une stratégie autologue, vous vous rendez bien compte de tout le processus, ça va coûter des dizaines de milliers d'euros à produire. Ou des milliers d'euros à produire. Ça ne sera pas 100 euros, 200 euros. Donc ensuite, il faut que le laboratoire puisse gagner sa vie, donc on passe quand même une marge. Donc ce sont des produits qui vont malheureusement être disponibles à des coûts assez élevés. Alors après, les produire
pour des pays pauvres qui n'ont pas les moyens de se les payer, là je ne sais pas quoi vous dire. Je pense qu'il faut que ce soit à ce moment-là les instituts publics qui s'approprient ces technologies et qui les produisent pour leur pays. Parce que si vous les achetez aux firmes dont je vous ai montré tout à l'heure, Sanofi, Novartis, Selectis, June et compagnie, vous n'aurez pas ces produits pour malheureusement 3 francs 6 sous, ce ne sera pas possible. Une question, en fait, je ne sais pas à vous, à Gilbert, s'il a une information là-dessus, c'est maintenant on parle de l'immunomodulation en tenant compte du contexte tumoral. Est-ce que, parce que bon, je n'ai pas trop d'informations là-dessus, est-ce qu'il y a des données, est-ce que vous les avez en tête, sinon on passe à autre chose? La modulation dans un contexte tumoral. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser un peu la question? La question de l'immunomodulation, elle peut se poser dans ces deux versants, soit activateur, soit suppresseur. Ce qu'a été exposé tout à l'heure dans la conférence, c'était effectivement les cellules stromales mésenchymateuses qui avaient des propriétés immunosuppressives. Immunosuppressives passent toute une série d'enzymes qui sont produites, de métabolites, etc., qui font, y compris l'activation de lymphocytes régulateurs, qui font qu'on est dans l'immunosuppression. Très clairement dans le cancer, ce n'est pas le cas. Parce que dans le cancer, pour répondre à la question précisément, dans le cancer, la vraie question, c'est bien cette immunosuppression qui permet l'échappement au cancer. L'échappement du cancer à la réponse immune. Donc ce qu'on veut, c'est de l'activer. On veut tout le contraire. L'immunomodulation définie comme l'immunosuppression telle que c'est décrit avec les CSM, ce n'est pas dans le cancer. Par contre, effectivement, il y a des procédures d'activation, mais c'est ce qu'il a présenté. Lorsqu'il dit qu'il prend des cellules présentatrices d'antigènes, sans vouloir, je ne vais pas prendre l'exposé, mais les cellules présentatrices d'antigènes qui sont fabriquées, qu'on va armer avec des peptides qui vont présenter aux lymphocytes T pour les activer. Et on dit spécifiquement, effectivement, on peut mettre un peptide qui reproduit la présentation du mélanome, par exemple. Et bien là, on fait de l'activation antitumorale. Donc on est bien dans l'inverse. Dans le cancer, c'est l'activation qu'on veut. Dans l'auto-immunité, c'est plutôt l'immunosuppression. Le Maroc, c'est le pays où des miracles peuvent arriver. C'est également, on dit également le Maroc est le pays des paradoxes. Le médicament auquel vous faites allusion contre l'hépatite C coûte 3 000 dirhams par mois. Très bien. Donc malgré l'intervention de Le principal problème, c'est les capacités de production. Faire quelques millilitres, ça on y arrive. Passer à des dizaines, de centaines de milliers de litres, c'est autre chose. On n'y est pas encore. Donc on a encore besoin des donneurs. Vraiment. Je m'excuse parce que c'est mon dada. Je suis immunologiste et j'ai passé un certain temps de ma vie à travailler sur ces questions-là. Il ne faut pas tromper les gens. Toutes les études qui sont faites sur les... allez, je vais le dire très simplement, la fabrication de sang. C'est pas pour remplacer demain le sang dans les quantités suffisantes qui nous permettront de satisfaire l'autosuffisance. Parce que c'est quoi l'obsession du transfuseur? Enfin, notre obsession, c'est satisfaire les besoins des patients à tout moment, en bonne quantité et dans les bonnes conditions de compatibilité. Donc ces questions-là, on ne les résoudra pas par ces produits fabriqués. Pourquoi? Parce qu'on est incapable aujourd'hui, même si on arrive au bout du process qui nous permet de fabriquer, y compris du sang universel, ça va être de la haute couture. Ça va être du sur-mesure. C'est quoi l'indication? L'indication, c'est de ne pas remplacer les indications des transfusions. Les indications, mais ce sera déjà énorme, une avancée considérable, ça va être de faire face aux impasses transfusionnelles. Les patients qui sont immunisés, poly-immunisés, contre plein d'antigènes, qu'on ne peut plus transfuser, il faut exactement le même phénotype qu'eux. Et donc ce même phénotype, comment on va l'avoir? Justement,
par ces globules rouges qu'on va pouvoir fabriquer, mais du sur-mesure, parce qu'on est dans l'impasse. Donc ce sera un progrès considérable, mais ce sera un progrès adapté à un besoin qu'on ne sait pas trop, oui, spécifique, et qu'on ne sait pas trop gérer aujourd'hui. Merci, M. Semana. S'il n'y a pas d'autres questions, si, madame. Je reviens un peu à l'idée qui est suggérée. Par contre, il a démontré que l'étage 17, ils sont liés à un mauvais pronostic. Du fait, il faut inhiber l'étage 17 au lieu de les stimuler. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la biologie, c'est ni noir ni blanc. Et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'en pense pas grand-chose. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Mais savoir gérer des pathologies complexes, c'est savoir donner sa place à chaque élément du grand puzzle qui est, que le médecin reconstitue pour pouvoir gérer des maladies. Bien entendu, il y a toute une série de mécanismes biologiques qui ont cours lorsqu'on a un phénomène soit tumoral, soit antitumoral, soit de régulation, etc., qui font que de toute façon, l'organisme va utiliser des voies d'échappement, des stratégies compensatrices. C'est toujours comme ça. Quand vous bloquez, vous savez, même si vous délétez des gènes, en disant que vous allez bloquer une chaîne délétère qui entraîne de la pathologie, qu'est-ce qui va se passer? Très vite, vous avez un autre pathway qui va s'organiser. Donc en fait, ce que vous dites est vrai, mais globalement, retenons ici que le cancer qui persiste, c'est parce qu'il échappe à la surveillance immunologique, et ça c'est une réalité, c'est la grande vérité. Et donc ce qu'il faut, c'est ne pas affaiblir la défense immunologique pour pouvoir permettre de rejeter la cellule tumorale dès qu'elle apparaît, dès qu'elle se transforme, et qu'elle soit reconnue comme du non-soi par ces antigènes tumoraux qu'elle va exprimer de façon anormale. Donc il faut au contraire activer la réponse immune, et ça c'est une grande vérité. Et ensuite, lorsque le cancer arrive quand même à persister, c'est bien parce qu'il y a eu des phénomènes effectivement d'inactivation ou de libération de certaines cytokines immunosuppressives. Il y a plein de choses qui se passent, qui vont faire que la réponse immune, elle va se calmer. Elle va se calmer et le cancer va progresser en permanence. Mais vous savez tout ça. On fait des cancers. Ici, on a tous fait, depuis qu'on parle ce matin, au moins 10 tentatives de cancer. Je vous assure, heureusement, notre système immunitaire a vu la transformation, il a liquidé la cellule. Merci notre système immunitaire. Mais donc voilà, c'est ça. Merci, M. Semana. Merci, M. Solaire. Donc, on passe à la pause café, et s'il vous plaît, 11h30, tout le monde ici pour ne plus accuser de retard. Merci. Parents et mes grands-parents, et que donc c'était entre 55 et 65, donc ça fait plus de 50 ans, effectivement, 51 ans. Mais je me souviens. Et donc c'est un plaisir d'être là encore aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une boucle. Et c'est toujours important. Alors, le thème de ma présentation, c'est don du sang, éthique et diversité. Ce thème est un peu surprenant, j'en conviens. Je ne vais pas vous parler d'immunologie, je ne vais pas vous parler de la reconnaissance du complexe HLA, je ne vais pas vous parler de transplantation. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous a intéressés au cours de ce congrès, c'est comment construire cette transfusion, une transfusion moderne, efficiente. Et tout ce qui nous a rassemblés dans nos discours, nos présentations, c'est le fait d'avoir toujours au centre de nos préoccupations le malade, bien entendu. Mais ce qu'il faut aussi toujours avoir en tête pour nous, transfuseurs, et vous, évidemment, tous ensemble, transfuseurs, c'est que tout ça ne pourrait pas exister dans cette médecine transfusionnelle s'il n'y avait pas le donneur. S'il n'y avait pas le donneur et s'il n'y avait pas le don. Et s'il n'y avait pas ce passage à l'acte qui est le don de soi, dont la traduction la plus classique est le don de sang. Donc ça, c'est extrêmement important, et il faut toujours l'avoir en tête, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de donné. C'est quelque part quelque chose qu'on doit analyser comme un fait social à part entière. Et si on veut bien le comprendre et le pérenniser dans les années qui viennent, il faut essayer de le décortiquer et de l'analyser pour ne pas se tromper sur cette chose précieuse qui est le donneur de sang. Alors, mon discours va s'articuler en 3 parties. La première partie, c'est replacer dans son contexte historique
le don de sang pour bien montrer qu'effectivement tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et qu'il faut toujours regarder les anciens et ce qu'ils nous ont apporté. Et lorsqu'on va parler du don, de l'histoire du don, on va parler de son corollaire qui est indissociable, qui est l'éthique du don. Dans une deuxième partie, j'irai quand même visiter un peu la biologie, parce qu'on ne se refait pas, et j'essaierai de commenter ce que nous apprend la biologie sur la question de la diversité. Et enfin, dans une troisième partie, je reviendrai au donneur, à l'homme, celui qui apporte sa contribution à ce que la transfusion existe. Et on reviendra sur une troisième partie que j'ai appelée humanisme altérité, parce que le don de soi, c'est quelque part quelque chose qui est une marche vers l'autre et qui témoigne d'un grand humanisme. Alors tout d'abord, histoire et éthique du don de sang. L'histoire du don de sang ne remonte pas à il y a 10 ans. L'histoire du don de sang, elle nous est contée depuis les temps les plus anciens. Au temps des pharaons, il est décrit effectivement que les familles royales et les hauts dignitaires recevaient des transfusions. Dans l'Ancien Testament, il est dit que Naaman, roi de Syrie à l'époque, avait reçu des transfusions pour se soigner d'une maladie qu'il avait, c'était la lèpre. Mais on a des documents qui rapportent ces choses-là. Et même dans Ovide, dans les Métamorphoses d'Ovide, ce livre très classique qu'on a pu étudier au collège ou au lycée, on a effectivement ce vieillard qui s'appelle Péléas, et pour qui une transfusion est faite pour lui redonner force et vigueur. Et donc on décrit dans Ovide, dans les Métamorphoses, comment on l'a soustrait du sang de chez Péléas et qu'on lui a remis du sang jeune pour lui redonner la vie. Donc on voit bien que même, alors on pourrait multiplier les références qui nous montrent bien que la transfusion c'est quelque chose de très très ancien. Mais la première, effectivement, transfusion véritablement documentée, vous voyez, c'est 1492, c'est la transfusion d'un pape. Ce pape, c'est Innocent VIII, qui était malade, et que ses médecins réussirent à convaincre qu'il avait besoin, pour sauver sa vie, de recevoir du sang de jeunes garçons. Donc on avait un des 3 jeunes garçons âgés de 10 ans, on les avait saignés, et le pape avait reçu le sang des 3 jeunes garçons. Alors ce que raconte l'histoire, c'est que le pape est décédé de ces transfusions, ça ne marchait pas. Et malheureusement, les enfants aussi. Et c'est la première documentation qu'on retrouve. Vous allez dans les archives du Vatican, vous allez retrouver ça. Alors après, on va faire un saut de 2 siècles. C'est un événement extraordinaire. C'est 1628. C'est la découverte de la circulation sanguine par William Harvey. Ça a été une révolution scientifique. C'était l'entrée dans le monde moderne des idées. Harvey décrivait pour la première fois cette circulation sanguine et ouvrait quelque part la porte à ce que Descartes allait détailler un peu plus tard, 9 ans après, en 1637, avec son discours sur la méthode, où Descartes disait il faut chercher la vérité dans la raison et dans la science. C'était 1637. Et Harvey avait ouvert cette porte, qui avait ouvert une controverse extraordinaire, non seulement au niveau scientifique, mais au niveau philosophique et au niveau politique. Et pendant 50 ans, il y a eu des controverses. À ce point que pendant 50 ans, on avait 2 clans. Il y avait ce qu'on appelait les pro-circulateurs, dont le roi, Louis XIV, et les anti-circulateurs. Et c'est ça, effectivement, qui a ouvert justement les portes avec Descartes, je disais une dizaine d'années plus tard, les portes de la médecine moderne. Donc vraiment un événement capital. 1667, c'est la première transfusion thérapeutique sur l'homme en France. C'est Jean-Baptiste Denis, qui était le médecin du roi Louis XIV, qui transfuse en 1667 un jeune garçon de 15 ans avec du sang d'agneau. Et puis en 1668, il refait la transfusion, toujours avec du sang d'agneau, chez un de ses patients qui souffrait d'accès de folie. Et ce patient reçoit 3 transfusions. Et il meurt au bout de la 3e transfusion de sang d'agneau. Et sa femme, qui ne comprenait pas pourquoi son mari était mort, porte plainte. Et il y a un grand procès qui s'ouvre, et le Parlement de Paris décide en 1675 d'interdire
la transfusion de sang animal chez l'homme et décide qu'on doit réserver désormais la transfusion au modèle animal et interdit qu'on transfuse des humains. 1667. Et puis il faut attendre presque 150 ans au 19e siècle, milieu du 19e siècle, pour avoir les premières transfusions interhumaines. Les premières transfusions interhumaines, c'était à propos de... c'était en obstétrique, hein. C'était la transfusion de femmes qui souffraient d'hémorragie de la délivrance, pour lesquelles les médecins n'avaient pas de solution. Et donc on demandait à des donneurs de venir donner leur sang pour soigner ces femmes. Alors, 1828, c'était ça, je crois, la date, on ne connaissait pas les groupes sanguins. Donc ça marchait mieux que le sang d'animal, mais ça ne marchait pas bien des fois. Donc il y avait des résultats, mais il n'y avait pas toujours des bons résultats. Et on va passer à 1900, Landsteiner décrit effectivement les groupes sanguins. Découverte des groupes sanguins, donc là, vous voyez, c'est récent, c'est le début du siècle, voilà, c'est moins de 150 ans. Découverte des groupes sanguins, mais qui ont été appliqués, qui lui valut d'ailleurs le prix Nobel en 1930, pour cette découverte extraordinaire. C'est la plus grande découverte dans le domaine qui est le nôtre après la circulation sanguine, bravo. Et puis, mais l'application à la transfusion ne va se faire qu'en 1907, les premières applications à la transfusion. Après, il y a une autre date qui est extrêmement importante, c'est 1914. 1914, c'est très important, pourquoi? Parce que c'est la découverte de l'anticoagulation, donc de la conservation possible du sang, par le citrate, qui va permettre de développer les transfusions indirectes. Et même, ceci dit, même si en 1914 on a découvert l'anticoagulation par le citrate, pour autant, ça n'a pas été utilisé. On a conservé jusqu'à la fin des années 30 la transfusion de bras à bras. Alors même qu'on savait conserver le sang dans des flacons, mais on a continué le bras à bras pour des raisons que je discuterai tout à l'heure. Et puis 1939, Weiner et Landsteiner, toujours la découverte du système Rhésus, là encore une étape primordiale. Et 1940, la découverte du fractionnement, Seco, qui décrit le fractionnement aux États-Unis, et qui monte, on en reparlera aussi tout à l'heure, dans ces années-là, à Boston, la première usine de fractionnement. Et puis, 1949, en France, la création de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles, qui est, j'allais dire, l'ouverture de la transfusion sanguine structurée, éthique, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est avant les années 50, un peu après la guerre. Alors, les enjeux éthiques, quels sont-ils? Les enjeux éthiques ont été posés très tôt. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la transfusion du pape Innocent X. Vous voyez ici le pape au milieu, là-haut, je ne sais pas qui fait, mais c'est pas grave, avec ses 3 jeunes enfants qui avaient été saignés pour lui donner, soi-disant, la vie. Mais ça posait déjà en 1492 la question de est-ce qu'on peut enlever la vie à quelqu'un, un donneur, pour que le bénéfice aille à un autre individu? Et on voit bien que dès 1492, avec cette anecdote de la transfusion du pape Innocent X, se pose la question de l'éthique. La question ensuite nous est proposée et ravivée par Victor Hugo. Vous avez tous vu Les Misérables, vous avez tous vu les films avec Jean Gabin, avec Harry Bauer, vous connaissez Les Misérables. Victor Hugo est un homme extraordinaire. Et dans Les Misérables, il y a une page fantastique. 1862, Victor Hugo pose le problème de l'éthique. Et souvenez-vous, il y a Fantine, qui est la maman de Cosette, et qui dit, qui va donner ses dents, ses cheveux, etc. Souvenez-vous de cela. Et voyez, regardez ce visage ensanglanté avec cette bouche qui s'ouvre, il y a plus de dents. Et Victor Hugo nous dit ça. Qu'est-ce que vous avez, Fantine? Dit Marguerite. Je n'ai rien, répondit Fantine. Au contraire, mon enfant ne mourra pas. En parlant ainsi, elle montrait 2 Napoléons qui brillaient sur la table. Je les ai eus, répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage, c'était un sourire sanglant, une salive rougeâtre, un trou noir dans la bouche. Et on voit bien que Victor Hugo, 1862, pose cette question essentielle. Fantine sauve son enfant, mais elle donne pour de l'argent
les constituants de son corps. Là encore, la question de l'éthique était posée. Alors cette question de l'éthique, avant de vous proposer de reprendre comment s'est construit le don éthique dans nos pays, il est bon de rappeler les grandes règles de cette éthique. Les grandes règles, elles sont simples, vous les connaissez. C'est l'anonymat, c'est le non-profit, c'est le bénévolat, extrêmement important, c'est le consentement du donneur. On n'oblige pas un donneur à aller donner. Et ces 4 règles éthiques reposent sur des arguments extrêmement forts, de toutes sortes. Il y a des arguments épidémiologiques, la sécurité des receveurs. Beaucoup d'études ont été faites qui montrent que dans des systèmes effectivement de dons bénévoles, la qualité du produit sanguin, le nombre de marqueurs est très inférieur à ce qu'on observe effectivement dans les dons réguliers. Des arguments éthiques, l'intégrité de la personne humaine, la non-commercialisation du corps humain auquel nous sommes extrêmement attachés, la sécurité des donneurs. Évidemment, quelqu'un qui a besoin d'argent parce qu'il ne peut pas nourrir ses enfants et qui va recevoir quelques euros pour donner son sang, il ne va pas dire qu'il est malade. Il va aller pour avoir l'argent pour nourrir sa famille. Ce n'est pas le rôle de la transfusion que de faire ces choses. Il faut que le don reste bénévole. Et les arguments sociaux et politiques, c'est la justice sociale. Tout le monde peut bénéficier et tout le monde peut donner. Alors, ce don éthique, il n'est pas né comme ça de rien. Il faut savoir que jusqu'en 1930, entre 1900 et 1930, le don, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il était rémunéré jusqu'en 1930. Il était rémunéré pour des raisons assez simples, c'est qu'à l'époque, on demandait beaucoup aux donneurs. On demandait aux donneurs de pouvoir être disponibles à tout moment, de pouvoir répondre au télégramme, à l'époque c'était le télégramme, qu'on envoyait à la maison ou au téléphone. On lui demandait de pouvoir donner au moins une fois par mois. On lui demandait d'aller faire une visite médicale tous les mois. On lui demandait d'être disponible obligatoirement. On lui demandait, alors j'ai plus les termes exacts, d'être propre sur lui, d'avoir une bonne tenue et d'être convenable. Et donc tout ce qu'on demandait à ces gens-là faisait qu'ils étaient rémunérés. Et à l'époque, c'était l'image de l'homme de fer, l'homme sportif, c'était 1930, le donneur de sang, c'était le costaud, qui était digne, qui allait donner son sang parce qu'il était fort. C'était cette image-là, mais le don de sang était rémunéré. Et en fait, le bénévolat n'est né qu'en 1936. Le bénévolat n'est né qu'en 1936 et il est né à partir de la guerre d'Espagne. En 1936, avec la guerre d'Espagne, il y a eu la naissance du bénévolat comment? À l'époque, la Croix-Rouge espagnole avait rejoint les troupes franquistes. Et les républicains étaient isolés, ils n'avaient plus de sang, effectivement, pour soigner leurs blessés. De façon à les aider, il y a eu une solidarité internationale qui s'était constituée, en particulier à Toulouse, en France, qui avait organisé la collecte de sang bénévole pour aider les républicains espagnols. Donc ils collectaient du sang à Toulouse et en Suisse, et ils l'envoyaient à Barcelone pour que Barcelone puisse le redistribuer dans les hôpitaux en Espagne aux républicains. Et c'est ça qui a été la première expérience par solidarité de bénévolat dans le don de sang. L'histoire du don de sang, c'est 1936. Et puis après, il y a eu la guerre. La guerre, ça a été, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un événement considérable dans la montée du bénévolat. Il y a eu la préparation du sang citraté déjà par le premier centre de transfusion qu'on avait à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui s'appelait l'œuvre transfusionnelle du service d'urgence, transfusion sanguine d'urgence, je crois. C'était Arnaud, c'est le grand médecin de la transfusion qui avait monté ça à l'hôpital Saint-Antoine. Et puis, il y a eu alors, des choses extrêmement intéressantes, c'est que le Maghreb a été très actif pendant cette période de la guerre. Il y a eu des centres de prélèvement, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a eu des centres de prélèvement qui ont été construits, qui ont été organisés à Alger, à Fès et à Tunis. Et donc des médecins avaient organisé le prélèvement bénévole des donneurs de façon à pouvoir envoyer du sang, on avait le citrate, à envoyer du sang en France, sur le terrain de la guerre, pour pouvoir aider la résistance.
Et il y avait alors il y a un très beau film qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle L'or rouge. Vous pouvez l'avoir sur Internet. L'or rouge. C'est pas l'or noir, c'est l'or rouge. Où on a des documents d'époque et on voit Benamou. Benamou, c'est un des médecins qui était à Alger, lui. Mais il y a ces images d'archives et on voit Benamou qui organise une salle de prélèvement dans la Casbah. On voit ces murs blancs recouverts de chaux. Ces femmes arrivaient avec leur voile, rentraient, allaient donner le sang, et Benamou, il n'avait pas de flacon. Il n'y avait rien. Donc il a décidé de prélever dans des biberons de verre. Donc il prélevait ces femmes qui arrivaient, parce qu'il y avait beaucoup de femmes. L'homme est souvent moins courageux. Hein. Et il prélevait, dans les images d'archives, on voit ça. Et il prélevait ces femmes, il mettait le sang dans les biberons, il n'avait pas d'aiguille non plus. Comment il a fait? Il avait convoqué les orfèvres, les artisans, qui avaient fabriqué des aiguilles. Et donc, avec les fabrications d'aiguilles faites par les artisans dans des biberons de verre, il avait commencé à prélever le sang qui était envoyé. Et il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Alger, les Alliés avaient décidé de faire l'usine de stockage où étaient mis tous les produits sanguins en vue du débarquement. On voit bien Fès, Alger, Tunis, le Maghreb a été un acteur essentiel dans l'histoire de la transfusion et du bénévolat. Et je ne suis pas sûr que vous sachiez votre histoire. Voilà. Donc vous pouvez être fiers. Et donc, il y avait donc ce sang qui était prélevé, et il y avait aussi le plasma. Ça aussi, ça a été une révolution. Je vous disais que Kohn avait découvert le fractionnement, il pouvait séparer la glucose des constituants du sang, des protéines. Ça a été très important pendant la guerre, parce qu'à Boston, l'usine de fractionnement lyophilisait donc les produits, et il les envoyait par avion parachuté avec de l'eau, de façon à ce que lorsque ça arrivait au sol, c'était reconstitué, et tous les grands blessés, effectivement, pouvaient être soulagés grâce à ce plasma lyophilisé. Donc si vous n'avez pas eu ça, il y aurait probablement eu beaucoup plus de morts. Donc on voit que l'histoire de la transfusion, c'est la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, qui a favorisé justement l'émergence de ce bénévolat. Ce n'est pas quelque chose qui est né naturellement. Et vous voyez, regardez, il y avait effectivement, il y avait à l'époque, aujourd'hui on appelle ça la publicité, la communication, à l'époque ça s'appelait la propagande. C'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale, alors ça c'était chez les Russes, soit donneur de sang, le combattant recevra mon sang, et retournant sur le front, il déversera un puissant torrent d'acier sur l'ennemi. Ah, c'est extraordinaire. Être donneur est le plus grand honneur d'un patriote. Vous voyez, aux USA, la Croix-Rouge est là quand ton soldat a besoin de toi. Quand il est seul, quand il est blessé et même quand il est prisonnier de guerre, donne tout ce que tu peux, encore et encore. Encore pour le bénévolat en Angleterre, s'il devait tomber, est-ce que ton sang serait là pour le sauver? Mais on voit bien, on parle de communication, de relations de donneurs, etc. On avait cette propagande qui était extrêmement efficace à l'époque pour développer le bénévolat. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, tout ça a donné, je vous l'ai dit, c'était la suite de la Deuxième Guerre mondiale, la naissance de la Fédération française, je parle de la France, des donneurs de sang bénévoles, qui ont été consultés en 1952. Il y a eu une consultation interne, un genre de référendum. On leur demandait, est-ce que vous êtes pour ou contre le bénévolat? 92% avaient dit, on est pour le bénévolat. C'est de là que vient ce système qui est aujourd'hui toujours le nôtre dans notre pays, donc. Et 90% pour le bénévolat. Pourquoi? Parce que c'était compatible avec le progrès social d'après-guerre. Après la guerre, le progrès social, c'était la solidarité. Et ces valeurs étaient extrêmement fortes chez les gens. C'est comme ça que c'est né. Et alors, et après la guerre, on l'a dit, pendant la guerre, le don est bénévole partout dans le monde, parce qu'il y avait cette solidarité internationale pour aider les soldats. Puis après la guerre, dans les 10 ans qui suivent, ça va commencer à bouger au niveau international. Ça va commencer à bouger. En 1947, la Croix-Rouge américaine ne parvient pas à mobiliser la population pour la guerre de Corée. Cette guerre était très impopulaire. Et alors même que le don de sang était bénévole aux États-Unis, c'était la guerre de 40. En 1947, quand il y a eu la guerre contre la Corée, les Américains ne voulaient plus. Et ça a permis justement l'installation, la création d'une première firme commerciale qui ont pris le relais, qui se sont spécialisés dans le plasma. Et aujourd'hui, c'est ces grandes sociétés qu'on connaît qui fabriquent des protéines, mais
Ça vient de cette période. Au Royaume-Uni, c'est comme en France, il y a eu un service public qui est toujours aujourd'hui prévalent, hein, mis en place dès 1946, modèle système public, unifié, basé sur le don volontaire, gratuit, c'est toujours d'actualité, c'est comme ça que ça marche. En Allemagne, le pays se reconstruit vigoureusement, les firmes commerciales vont s'installer dans les villes, qui sont complètement laminées, hein, bombardées, etc. Les firmes commerciales sont là. Tandis que la Croix-Rouge va développer un dispositif bénévole au milieu rural. Aujourd'hui, on a encore cette dichotomie en Allemagne, hein, mais c'est cette après-guerre qui explique toutes ces choses-là. En URSS, bon, la transfusion c'était obligatoire, c'est un système d'État, de toute façon ça se discutait pas. Voilà. Et donc, malgré ce don bénévole, ces valeurs éthiques qui étaient portées par l'histoire, malgré tout, encore aujourd'hui, on voit, je vous ai mis 2 pages de presse en Bulgarie ou en Chine, hein, récents, hein, qui montrent effectivement qu'il y a un marché noir. Qu'il y a des gens qui font de l'argent avec le sang et que certaines familles sont obligées de payer pour pouvoir sauver leurs proches. Je ne rentre pas dans le détail de ces événements, c'est pour vous montrer ça. Et même si on va plus loin, si vous regardez sur Internet, ce qui est terrible, tu veux gagner de l'argent, c'est facile, donne ton plasma. Allez sur Internet. Hein. Donne ton plasma à droite et sois payé. Tu veux une raison pour donner ton plasma? 225 $ par mois. Ça, c'est pas des trucs que j'invente. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Allez regarder. C'est effrayant. Après ces grandes valeurs que j'ai décrites, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas être naïf, il y a des pressions qui s'exercent pour contrecarrer ce formidable élan du bénévolat qui, à mon sens, protège pour différentes raisons qu'on pourra discuter la transfusion. En France même, je vais dire un mot, je ne peux pas ne pas en parler, en France même, une loi récente, mais qui vient effectivement de la mise en ordre des réglementations européennes, a imposé que le plasma SD, seulement détergent inactivé, fabriqué avant à Bordeaux, et qu'on a arrêté de fabriquer, parce qu'il a été déclaré médicament. Pourquoi? Parce qu'il y a des industries pharmaceutiques qui ont été devant le Conseil de l'Europe, qui ont dit attendez, le plasma SD, c'est un mélange de beaucoup de plasma unitaires. Ça veut dire que c'est un process industriel. Si c'est un process industriel, c'est un médicament. Si c'est un médicament, le FS ne peut plus avoir le monopole. Ils ont gagné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est confronté, en France, où on avait le monopole de l'ensemble des produits sanguins à la ville, sur le plasma, et que le plasma, je vous rassure, à un enjeu extrêmement important, parce qu'on ne peut pas empêcher, maintenant qu'il y ait des appels d'offres, parce que c'est la loi, à être compétitif et à rentrer en concurrence avec des boîtes privées, Octa Pharma, pour ne pas la citer. Donc vous voyez que là, un nouvel enjeu et une nouvelle ère s'ouvre pour la transfusion qui doit non seulement être sécurisée, mais qui doit être efficiente et compétitive économiquement, parce que sinon le danger, c'est que d'autres prennent la place avec tout ce qu'il peut y avoir comme débordement. Alors ensuite, j'ai dit que j'allais aller sur un autre champ qui était celui de la diversité, et je vais parler de la biologie de la diversité. Je ne suis pas là, hein, c'est pour moi. Et cette biologie de la diversité, vous en avez parlé hier, je reprends cette image. 340 étiquettes différentes, je ne vais pas revenir hein, sur le polymorphisme des marqueurs érythrocytaires. 340 étiquettes différentes. Une répartition inégale. Pourquoi je vous montre cette diapositive? Parce que cette diversité, elle nous oblige aussi. Elle nous oblige à ce que vous avez déjà traité ce matin. En France, nous sommes confrontés avec cette diversité à un phénomène qui est extrêmement important, c'est que non seulement on doit continuer à répondre à l'autosuffisance quantitative, c'est-à-dire qu'on doit avoir assez de poches pour répondre aux besoins des malades, mais on doit avoir aussi la possibilité de répondre de façon qualitative, l'autosuffisance qualitative. On a, dans notre pays, mais vous en avez parlé vous-même sur les difficultés transfusionnelles, sur le sang rare,
On a de plus en plus de patients drépanocytaires issus de la deuxième, troisième génération qui ont des phénotypes sanguins rares et pour lesquels on n'a pas obligatoirement disponible immédiatement du sang. C'est notre responsabilité que de leur venir et que de les prendre en charge. Donc non seulement avant on avait l'autosuffisance quantitative, maintenant on a l'autosuffisance qualitative. C'est quand même un élément extrêmement important de la question de la diversité des groupes sanguins. Alors, je vous ai dit que le don de soi, sa représentation la plus classique, c'est le don de sang, mais on ne peut pas parler du don de soi si on ne parle pas de la greffe. Que ce soit la greffe d'organes ou la greffe de cellules souches, dont je ne parlerai pas moi aujourd'hui, mais qui va être introduite tout à l'heure par notre ami le professeur Magani. Mais tout de même, cette greffe de cellules souches, elle est importante parce que non seulement on a le rejet, la réponse immunitaire qu'on connaît tous, elle va faire qu'on n'accepte pas le non-soi. On a le rejet comme on voit dans la greffe d'organes, mais dans la greffe de cellules souches hématopoïétiques, notre grande difficulté, la principale complication de cette greffe, c'est la GVH, la réaction du greffon contre l'autre. Et donc, les sites de cette GVH, qui est une des complications majeures de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, ce sont les molécules du système HLA. Ce sont les molécules du système HLA, et on sait que dans la greffe de moelle osseuse, une stricte identité est requise entre le HLA du donneur et le HLA du receveur. Alors évidemment, on a dit ce matin qu'il y a des greffes un peu identiques, etc. Mais globalement, gardons des choses simples en tête. Pour la greffe de CSH, il faut être beaucoup plus respectueux pour la greffe d'organes des compatibilités HLA, parce que sinon, effectivement, on a des complications. Alors, le HLA, c'est donc la cible. Le HLA, ce système génétique complexe, il s'appelle d'ailleurs complexe majeur histocompatibilité, il porte bien son nom. Ici, vous voyez un schéma, donc je ne peux pas m'empêcher de parler un peu du HLA quand même, parce que sinon, je vais me faire. Je m'en voudrais. Donc, ce système HLA, c'est une toute petite région chromosomique. Bon, peu importe, ça c'est le petit morceau rouge, hein, tout petit, 2 cm, non, avec ces molécules HLA de classe 1, de classe 2 qui codent pour des protéines. Évidemment découverte par Jean Dossé, à qui on doit tout sur cette question et sur la greffe, et qui lui valut le prix Nobel en 1980. Donc, pourquoi je vous montre ça? Pas parce que je veux faire savant, c'est pas le problème. C'est parce que ce système, cette organisation avec ces grands domaines, classe 1, classe 2, classe 3, on le trouve chez l'homme, bien sûr, sur une toute petite région chromosomique, avec aussi ABC, DR, DQDP, etc. On le trouve chez toutes les espèces vivantes. Vous prenez n'importe quel animal, la chèvre, le bourricot, vous avez la souris, vous allez avoir exactement la même organisation génétique avec les 3 loci équivalents, on ne les appelle pas pareil, mais ABC de classe 1 et DRDQDP de classe 2. C'est exactement la même chose, non seulement dans l'organisation, mais dans l'homologie de séquence. Et pourquoi je vous dis ça? On ne peut pas imaginer un seul instant que la nature, dans l'évolution de l'espèce, ait conservé à ce point une telle homologie entre toutes les espèces, entre nous et la petite souris, simplement pour rendre difficile la greffe de nos amis hématos ou de nos amis urologues. C'est pas pour ça qu'il y a le polymorphisme, c'est que ça sert à autre chose. Quand même. La greffe, c'est les hommes apprentis sorciers, c'est un artefact dans l'histoire de l'évolution de l'espèce. Donc on a ça qui est conservé, donc si c'est conservé à ce point-là, c'est pas pour la greffe, c'est que c'est vital. C'est que ce polymorphisme est vital. Ce système génétique est vital dans son polymorphisme. Polymorphisme, ça veut dire que la surface de nos cellules, je vais aller très vite, c'est mieux si j'avais un pointeur, mais je vais faire 100, il y a pour chacun des locus, vous voyez, A, B, C, D, R, D, Q, D, P, on va avoir des molécules qui s'expriment, qui sont très polymorphes dans l'espèce humaine, il y a des millions de combinaisons possibles, et qui sont toutes chacune capables d'activer le système immunitaire. Et c'est pour ça que c'est difficile la greffe. Et que si la greffe d'organes marche bien, on dit ça marche bien la greffe d'organes, c'est pas parce qu'il n'y a pas de stimulation, c'est parce qu'il y a des immunosuppresseurs. Parce que l'histoire naturelle d'une greffe sans immunosuppresseur, même une greffe de rein, c'est le rejet. Sachez-le. Donc voilà, alors ça c'est même pas actualisé parce qu'on découvre des allèles chaque jour. En gros, il y a des millions de combinaisons individuelles possibles. Dans la salle, je n'ai pas vu qu'il y avait des jumeaux, mais je n'ai pas bien regardé.
on est tous différents, très probablement. La probabilité pour les deux identiques pour HLA dans cette salle est infime, quasi absente. Donc on est tous différents. Ce qui fait que lorsque le professeur Madani veut greffer l'un de ses patients, il fait une étude familiale parce que dans quelle population il a le plus de chances de trouver un individu identique HLA au patient? Bah, dans la famille, c'est le frère ou la sœur. Et encore, il n'y a qu'une chance sur 4. Donc on fait l'arbre, on fait le HLA, et on dit, ah, un tel, il est identique, il est donneur potentiel pour son frère. On fait toujours ça. Mais tout cela, c'est une chance sur 4. On ne peut pas greffer tout le monde. On arrive à greffer 30% des patients avec un donneur familial, en gros. Hein, c'est ça les chiffres à peu près qu'on a. Et en 86, Jean Dessay, qui avait découvert le HLA, mon maître, je peux pas mal de le dire, Jean Dessay, avec à l'époque Jean Bernard, dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait pour ces patients qui n'ont pas de donneur familial? On les laisse mourir? Ils ont la leucémie, ils n'ont pas de frères et sœurs, identiques à eux, ils vont mourir? Et Jean Dessay dit c'est pas possible. 86. On voit qu'on est toujours dans l'éthique. Hein. Parce que la médecine, c'est aussi ça. C'est pour ça que j'insiste sur ça aujourd'hui. Et Jean Dessay dit il faut créer le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse. C'est lui qui crée ça. Aujourd'hui, 250 000 donneurs volontaires en France, 27 millions de donneurs disponibles, accessibles dans le monde. 27 millions. Ça veut dire que dès qu'on a un patient pour qui on n'a pas de donneur familial, on peut interroger le registre international et on a 27 millions de données. Et on va, on espère, trouver pour lui le bon donneur. Ça, c'est de la mondialisation, mais intelligente, bien comprise. La mondialisation a différents aspects. Ce qu'avait monté Jean Dessay à l'époque, qui malheureusement nous a quittés il y a une dizaine d'années, c'est quelque chose qui effectivement dépasse les frontières et permet effectivement de mettre en œuvre cette solidarité entre les individus. Alors, cette diversité HLA, comment on peut l'interpréter? Parce que je vous ai dit que c'est quand même pas pour embêter les hématos et les urologues ou les cardiologues qui veulent faire des greffes de reins. Ça a bien du sens, ce polymorphisme HLA. Alors là, vous voyez, il y a des molécules HLA qui sont à la surface de nos cellules, de toutes nos cellules pour les glaçons, de certaines cellules pour les autres. Et vous voyez que en haut, ça fait comme une niche, comme un présentoir, comme une baignoire. Hein. Vous voyez qu'il y a un fond, il y a des rebords, il y a... Et à quoi ça sert les molécules HLA? Les molécules HLA, ça sert à présenter des peptides. Tout à l'heure, je ne sais plus quel étudiant nous parlait des lymphocytes T qui étaient activés, mais le lymphocyte T, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la molécule HLA avec dans cette cuvette là-haut un peptide qui lui est présenté. Donc on a des présentoirs tous, autant qu'on est. On a tous des présentoirs, mais ce ne sont pas les mêmes. Parce que c'est polymorphe, il y a des millions de combinaisons possibles, on a dit qu'on était tous différents. Ce qui veut dire que lorsqu'on est confronté à un organisme de l'environnement, une bactérie, mettons une bactérie très simple, le streptocoque, on fait une angine. Madame, qui a HLA-DR2, parce que je suis un spécialiste, madame qui a HLA-DR2 va présenter un tout petit morceau du streptocoque dans sa molécule de présentation, dans son présentoir. Donc elle va couper un petit morceau qui va être celui qui va dans son présentoir. Moi, quand je fais l'angine, ben je vais prendre un autre petit morceau. Parce que mon présentoir n'est pas le vôtre. Et le petit morceau que vous présentez, oui, il va bien dans le présentoir, mais pas dans le mien. Donc chacun, alors même qu'on fait tous la même maladie, il a fait les oreillons, il a fait la rougeole, il a fait l'angine, on croit qu'on se défend contre les oreillons, la rougeole, l'angine, mais non. Elle se défend contre un péptide qui a une taille, une forme qui est le sien. Moi, c'est un autre. Et en fait, c'est des défenses immunitaires qui sont totalement différentes. On ne voit pas du tout la même chose. Le lymphocyte ne voit, ça n'a rien à voir. Ce qui fait que, elle, quand elle fait l'angine, elle est un peu malade. Moi, là, j'ai une angine, mais les 3 jours que je suis là, j'ai rien manqué. Pourquoi? Parce qu'elle est HLA-DR2, moi je suis HLA-DR10. DR10, moi, dans le streptocoque, je prends un petit morceau, c'est extrêmement stimulant pour mes lymphocytes. Mais vous, dans votre présentoir, vous prenez un morceau qui n'est pas très stimulant. Mais ceci dit, pour les oreillons, vous allez prendre un petit morceau sur le virus qui est très stimulant. Vous, les oreillons, vous faites ça.
Moi, les oreillons, j'ai passé un mois au lit. J'étais très bon contre le streptocoque avec une HLA. J'étais nul contre les oreillons. Vous étiez très bonne pour les oreillons, vous n'êtes pas bonne pour le streptocoque. Et c'est comme ça pour nous tous. Imaginez qu'on est tous, qu'il n'y ait pas de polymorphisme, qu'il n'y ait pas de diversité, qu'on soit tous pareils. Si on a un présentoir qui ne marche pas pour un germe émergent demain, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'espèces humaines. Il n'y a plus d'espèces humaines. Donc la question de la diversité se pose comme ça. Cette diversité, c'est une chance inouïe pour l'espèce humaine. C'est ce qui permet sa conservation et sa survie. Et quand les uns ou les autres disent qu'il ne faut pas se mélanger, il faut séparer, enfin bon voilà, il y a des discours aujourd'hui. Il faut être très vigilant sur ce genre de discours. Parce que c'est la mort de l'espèce humaine. Alors je vais finir maintenant sur cette question de la diversité dans la dernière partie que j'avais intitulée Humanisme et altérité. Et je me pose cette question et je me permets de vous la poser parce que c'est une question, moi, qui me taraude depuis très longtemps. Comment cette diversité, qui est une chance, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement, je vais essayer de vous l'expliquer, est une chance inouïe pour l'espèce humaine, a-t-elle au cours de l'histoire pu être le support des théories racistes qui ont marqué l'époque coloniale ouverte au XIXe siècle et qui a trouvé son point d'orgue malheureusement au XXe siècle avec la montée du nazisme. Parce qu'il y avait des théories. Quand je vous dis que les groupes sanguins, on a continué de faire du bras à bras jusqu'en 1930, alors même qu'on avait le citrate, qu'on avait découvert les groupes sanguins, etc. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, les malades voulaient voir qui les avait donnés. Ils voulaient voir la couleur de la peau. C'est pour ça que ça a mis tant de temps. Et que les scientifiques faisaient croire que ça pouvait être quelque chose qui était néfaste. Les savants et les gens allemands de l'époque, les nazis, allemands, théorisaient ces choses-là. Alors même que cette diversité, on avait plutôt une chance extraordinaire, c'était interprété comme son contraire. Et ça a commencé au XVIIIe siècle, pourtant le siècle des Lumières. C'est là qu'a commencé un début de hiérarchisation des sociétés. On regardait les peuples primitifs, on les appelait comme ça. Comme c'était pas raciste le siècle des Lumières, hein, mais on les considérait comme un stade moins avancé que la civilisation occidentale. On disait, regardez, c'est ce qu'on a été il y a 100 ans. Donc c'était pas négatif, puisqu'on est passé par là, ils vont progresser, mais il y avait une supériorité. Nous, on a 100 ans d'avance. Et c'est ce que théorisait le siècle des Lumières. Il n'y avait pas d'essentialisation, comme je l'écris, des différences observées, il n'y avait pas de racisme scientifique, mais il y avait les peuples primitifs et il y avait les autres. Ça a commencé. 19e siècle, début du 20e, les découvertes scientifiques sont utilisées comme preuve de l'infériorité raciale. Il y a des documents, vous les connaissez tous, on peut les retrouver. Une justification, mais a posteriori, il faut reprendre l'histoire, qui était indispensable à l'entreprise coloniale. Lorsque Portugal, la Hollande, malheureusement la France, allaient dans différents pays du monde, ils faisaient un peu n'importe quoi, on justifie qu'il y a des différences entre les gens. Il y avait des discriminations de population qui étaient écrites par des marqueurs innés, donc, en disant ben, si c'est inné, c'est transmissible. Donc vous voyez, le polymorphisme des groupes sanguins, on l'utilisait comme ça. Et donc c'était utilisé pour circonscrire les populations qui seraient des marqueurs visibles de différences internes. Donc ils sont différents et donc on ne peut pas les traiter de la même façon. Et au milieu du XXe siècle, c'est la théorie de la race supérieure, encore avec tous ces avatars. Et pourtant, 2001, publication de la première carte du génome humain. Publication de la première carte du génome humain, chaque individu a 3,2 milliards de signes, de caractères, hein, de nucléotides, avec un enchaînement qui ne varie qu'une fois sur 10 000. Tous les 10 000, il y a une différence entre les hommes et les femmes d'Asie, d'Afrique ou d'Europe. Une fois tous les 10 000. Ça signifie bien qu'il y a une extraordinaire homogénéité entre tous les membres de l'espèce humaine et qu'il y a une absence définitive de preuves scientifiques pour justifier l'existence de race humaine. Alors, dans les interventions hier, certains utilisaient le terme des races.
je vous alerte. Il vaut mieux ne pas utiliser ça. Une espèce humaine. Et il y a la diversité. C'est pas des races. Pour autant, force est de constater, malgré ces données qui montrent bien qu'il n'y a pas de race, qu'il y a paradoxalement peu de rapport entre la réalité des races qui n'existent pas, on l'a vu, et celle du racisme, parce que peut-être que les races n'existent pas, mais le racisme existe toujours, malheureusement. Alors, pour finir, en guise de conclusion, je voudrais que nous méditions un petit peu cette phrase d'Edgar Morin, qui est un grand penseur, qui dialogue dans un ouvrage qui s'appelle Sur la nature humaine avec Boris Cyrulnik. Et Edgar Morin dit « Le trésor de la vie et de l'humanité est la diversité ». Et Edgar Morin poursuit « Accomplir l'unité de l'espèce humaine tout en respectant sa diversité est une idée non seulement de fond, mais de projet. C'est le projet de la transfusion que de livrer dans la diversité de chacun le bon produit dont il a besoin à chaque moment de son existence. » Et je crois qu'on peut, ensemble, satisfaire à cette pensée d'Edgar Morin. Et pour finir, je vous dirais vraiment Tarak Salama. C'est pour moi, je le répète, donc je dis déjà, jeudi quand j'étais invité à la séance d'inauguration, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir relater un petit peu l'expérience et l'enchaînement et le développement de la greffe de cellules souches hématopoïétiques au Maroc. Alors, j'ai choisi de façon. Donc, j'ai voulu essentiellement parler de ce qui a été réalisé, de ce que l'on pense pouvoir développer en matière de greffe de cellules souches hématopoïétiques au Maroc. Et en faisant cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément aussi de problèmes. Donc j'ai rajouté aussi un petit terme qui ne figure pas sur le programme. C'est la problématique que nous avons dû rencontrer et essayer de résoudre au cours de l'évolution et du développement de la greffe de cellules souches au Maroc. Donc cette greffe a démarré en 2004. Ça s'est donc passé à Casablanca. Avec la collaboration du Centre régional de transfusion sanguine et du service clinique d'hématologie au CHU de Casablanca. Voilà, très rapidement, donc je reviendrai sur les dates clés de la greffe jusqu'à actuellement. Donc en 2004, il y a eu jusqu'en 2004 au fait ce qui se passait au Maroc parce que l'hématologie clinique a été mise en place à la fin des années 70, à l'arrivée de feu Madame Professeur Bichinsi. Et les patients qui souffraient d'hémopathie bénigne ou maligne étaient traités donc, depuis la fin des années 70, début des années 80. Et très rapidement, les médecins se sont rendus compte qu'il fallait développer non seulement les traitements standards, ce qu'on appelle actuellement les